Aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 États membres. Mais avec l'élargissement qui accélère et 9 pays déjà en attente d'adhésion, ce chiffre pourrait facilement grimper à 36. Et si l'Islande, la Norvège et la Suisse décident enfin d'arrêter de flirter et de s'engager pour de bon, et si les Britanniques réalisent que peut-être, juste peut-être, partir n'était pas la meilleure idée, et si la Turquie disait au revoir à Erdogan, alors là, on parlerait d'une Union européenne à 41 membres. 41. Une vraie puissance européenne capable enfin de dire merci mais non merci à la Chine et aux États-Unis. Mais bon, pas si vite, parce que cela voudrait dire aussi 41 pays avec un droit de veto, chacun pouvant bloquer, par exemple, des sanctions contre la Russie. Cela voudrait dire 41 commissaires européens, un par pays, chacun persuadé que son portefeuille est le plus important. Et cela voudrait dire que le budget de l'UE, déjà très petit, serait étiré au maximum, financé surtout par la même poignée de pays aujourd'hui. Alors oui, tout à coup, l'élargissement semble un peu moins intéressant. Mais, et c'est un mais très encourageant, les choses pourraient bien être sur le point de changer. Car en ce moment, un nouveau rapport circule au Parlement européen et il appelle à ce que la réforme et l'élargissement avancent ensemble. Et l'homme derrière tout ça? Un ami de la chaîne, Monsieur Sandro Gozi, au groupe centriste et libéral Renew Europe, ancien président du groupe Spinelli et président d'honneur de l'Union des fédéralistes européens. Il vient de faire adopter un rapport majeur intitulé « Les conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union européenne ». Oui, je sais, le titre sonne un peu comme un document administratif ennuyeux, mais pour nous, les passionnés de l'UE simplifiée, c'est de l'or pur. Parce que ce rapport, c'est en quelque sorte le plan directeur de la réforme de l'Union. La recette pour une Europe plus rapide, plus démocratique et plus puissante. Et comme l'a dit Monsieur Gozi, enlargement is essential. The continental unification is sparse in the very beginning of the European project, but reform and enlargement, governance and unification must go in parallel, hand in hand. Réformer l'Union pour unifier l'Europe. Et le meilleur dans tout ça, le Parlement européen a déjà voté en faveur du rapport. 310 voix pour, 277 contre, 53 abstentions et 80 députés européens qui n'ont tout simplement pas pris la peine de venir. Et pour ceux qui veulent savoir comment chaque parti européen a voté, vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant. Mais concernant les députés français, j'ai aussi la liste pour vous. D'abord, le Rassemblement national a voté majoritairement contre, avec un seul député qui n'a pas voté. Ensuite, on a le centre, le bloc de Macron, où 9 ont voté pour et 4 se sont abstenus. Le SND, c'est-à-dire les socialistes, où 12 ont voté pour et 1 ne s'est pas présenté. Ensuite, la France insoumise a tout voté contre. Et enfin, les Verts, où 3 ont voté pour et 2 étaient absents. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer les 3 points les plus marquants de ce rapport historique et vous donner un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la route vers la nouvelle Union européenne. La première partie du rapport parle d'efficacité et de prise de décision. Et, pour les habitués de la chaîne, vous devinez sans doute ce qui arrive. Le fameux veto, autrement dit l'unanimité. Prenons un exemple. Le 19e paquet de sanctions contre la Russie, celui qui inclut des mesures plus dures sur les importations du pétrole. Eh bien, il est bloqué depuis des mois, parce que 2 pays refusent de donner leur accord. Et même si un seul pays dit non, la mesure ne passerait toujours pas. Et ce n'est pas rare. Orban, en Hongrie, a bloqué des décisions européennes 18 fois depuis 2011, soit 2 fois plus que le pays suivant sur la liste. Le rapport dit qu'il est temps de corriger ça en passant au vote à la majorité qualifiée, ou le VMQ. Concrètement, cela veut dire que si 55% des États membres, représentant au moins 65% de la population de l'UE, votent oui, alors la loi est adoptée. Fini donc les vétos d'un seul pays qui paralysent tout. Ensuite, il y a la Commission européenne devenue franchement encombrée. Aujourd'hui, il y a un commissaire par pays, donc 27 commissaires. Et si tout le monde rejoint, cela pourrait devenir 36 ou même 41. Le problème, il n'y a pas assez de sujets à répartir entre autant de personnes. Le rapport propose donc de réduire le nombre de commissaires tout en gardant un bon équilibre entre les gens et les régions. Ça rendrait l'exécutif européen plus efficace et plus gérable. Et puis, il y a le Parlement européen. Actuellement, les sièges sont répartis à travers de véritables marchandages politiques. Les grands pays disent qu'ils méritent plus, les petits crient « n'oubliez pas les petits » et au final, tout le monde est un peu frustré. Le rapport veut instaurer un système permanent et équitable, qui tienne en compte de la population tout en protégeant les petits États. Enfin, un peu de logique dans tout ce chaos. La partie suivante du rapport parle de démocratie, ou plutôt du manque de démocratie dans l'Union européenne. Petit fait amusant, le Parlement européen est la seule institution de l'UE pour laquelle vous votez vraiment. Et ce n'est pas forcément un problème, sauf que il n'y a pas de droit de proposer des lois. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est toujours la Commission qui s'en charge. Les députés européens peuvent débattre des lois, les modifier, voire les rejeter, mais ils ne peuvent pas dire « Tiens, j'ai une super idée, et si on en faisait une loi ?» C'est un peu comme élire un chef cuisinier qui n'a pas le droit de cuisiner. Il peut juste commenter le menu.
Alors, pour rendre l'Union plus démocratique, surtout avec l'arrivée de nouveaux députés des futurs États membres, le rapport propose de donner au Parlement européen le droit d'initiative législative. En clair, le pouvoir de proposer des lois à la seule institution que les citoyens élisent directement. Et puis, parlons des élections européennes elles-mêmes. Aujourd'hui, chaque pays fait à sa façon. Des règles différentes, des âges de vote différents et même des dates différentes. On appelle ça une élection européenne. Mais en réalité, ce sont 27 élections nationales qui ont lieu le même week-end. Le rapport veut changer cela et en faire une véritable élection européenne unifiée. Il va même plus loin, il propose d'introduire des listes transnationales. Cela voudrait dire que les électeurs pourraient voter pour des candidats européens et pas seulement pour des candidats de leur pays. Autrement dit, au lieu de voter uniquement pour des candidats allemands, français, espagnols, roumains ou grecs, vous pourriez voter pour une équipe représentant toute l'Europe. Et à long terme, cela pourrait permettre la naissance de véritables partis pan-européens qui feraient campagne dans toute l'Union et pas seulement à l'intérieur des frontières nationales. Et enfin, la dernière partie du rapport appelle à davantage de pouvoir et de ressources pour l'Union européenne. Aujourd'hui, le budget total de l'UE, pour 27 pays, y compris des poids lourds comme l'Allemagne, la France ou l'Italie, est en réalité plus petit que celui de la Belgique. Oui, vous l'avez bien entendu. 450 millions de personnes, la deuxième économie du monde, fonctionnant avec moins d'argent qu'un seul État membre de taille moyenne. Le budget s'élève à environ 2000 milliards d'euros sur 7 ans. Ce qui paraît énorme, mais cela ne représente que 288 milliards d'euros par an. Et avec ça, l'Union doit tout financer. L'agriculture, les infrastructures, la recherche, le climat et bien plus encore. Alors imaginez maintenant qu'on y ajoute plusieurs nouveaux pays, dont la plupart sont bien plus pauvres que les membres actuels. L'argent serait étiré jusqu'à la limite. Le rapport dit donc clairement, si on veut vraiment élargir l'Union, il faut réformer le budget. Et il avance 5 propositions précises. Premièrement, il faut tout simplement un budget plus grand. Aujourd'hui, les États membres ne peuvent contribuer qu'à hauteur de 1% de leur revenu national brut, c'est le plafond légal et ce n'est clairement pas suffisant. Une légère hausse permettrait enfin à l'Europe d'investir sérieusement dans la défense, la compétitivité et son propre avenir. Deuxièmement, il faut que le Parlement européen participe aux décisions budgétaires. Actuellement, il a très peu de pouvoir sur la façon dont l'argent est dépensé, alors même qu'il vote à la majorité des lois qui utilisent ces fonds. Si le Parlement aide à écrire des règles, il devrait aussi décider où va l'argent. Troisièmement, créer de nouvelles ressources propres pour l'UE. En clair, de nouvelles recettes européennes, comme une taxe carbone aux frontières, des taxes numériques ou même une part des bénéfices des entreprises. Cela permettrait à l'Union de ne plus dépendre entièrement des capitales nationales à chaque fois qu'elle a besoin d'argent. Quatrièmement, intégrer progressivement les nouveaux membres. Quand des pays comme l'Ukraine ou les Balkans occidentaux rejoindront l'Union, ils n'auraient pas accès immédiatement à tous les fonds agricoles ou de cohésion. Ils monteraient en puissance progressivement, comme l'a fait la Pologne ou la Roumanie auparavant, histoire de laisser à tout le monde le temps de s'adapter. Et cinquièmement, lier les fonds européens au respect de l'état de droit. Et c'est simple, si vous affaiblissez la démocratie ou ne respectez pas les règles, vous ne touchez pas à l'argent. Bon, donc en résumé, si l'Europe veut en faire plus, elle a besoin d'un budget à la hauteur de ses ambitions. Voilà donc un aperçu du rapport que le Parlement européen a adopté hier, et il faut le dire, c'est un rapport plutôt enthousiasmant. Cela dit, il s'agit d'un document que le Parlement appelle un rapport d'initiative propre ou un rapport INI. Cela veut dire qu'il exprime la position politique ou les recommandations du Parlement sur un sujet, en l'occurrence l'élargissement de l'UE et la réforme institutionnelle. Mais ce rapport ne déclenche aucune procédure juridique. Il ne crée pas de loi, il sert plutôt de signal, une sorte de coup de pouce adressé au Conseil et à la Commission pour les inciter à passer à l'action. Et voici ce que j'en pense. La Commission et le Conseil doivent enfin agir. Il y a 2 ans, le Parlement européen a voté sur une réforme de l'Union européenne, qui était un grand plan en faveur de moderniser en profondeur l'Union à travers des révisions de traités. Et depuis, il n'y a rien. Rien du tout. Le texte prend la poussière au Conseil avec toujours la même excuse usée jusqu'à la corde. Il y a des priorités plus importantes. Et moi je dis que non. Non, il n'y en a pas. Réformer l'Union, c'est la priorité absolue parce que c'est la base de tout le reste. La défense, la compétitivité, la politique étrangère. Tout en dépend. Une UE réformée peut décider plus vite, plus fort, parler d'une seule voix et projeter réellement sa puissance à l'extérieur. Plus d'États membres, c'est aussi plus de poids géopolitique et cela nous permettrait d'attirer nos voisins dans notre sphère d'influence au lieu de les voir dériver vers Moscou ou Pékin. Et la défense ? Imaginez une future Union européenne qui inclut l'Ukraine, un pays doté de l'armée la plus aguerrie du continent, capable de protéger et de renforcer notre sécurité commune. Le Parlement européen réclame une réforme depuis des années. C'est la seule administration qui était votée par les citoyens de l'UE. Mais le Conseil, lui, continue de faire la sourde oreille. Donc espérons que la nouvelle initiative de Sandro Gozi soit enfin celle qui fera bouger Bruxelles. Car l'Europe n'a pas besoin d'une réforme un jour. Elle en a besoin maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!